J'ai besoin de rigoler pour être efficace. Bah oui, c'est Ouais. D'accord, quand même. Moi, c'est Marion. C'est avec voilà. moi d'ailleurs que On va travailler ensemble, voilà. Je suis en service civique depuis une semaine, tout va bien. J'avais réalisé un documentaire bénévolement il y a 2 ans sur les migrants subsahariens au Maroc. Et maintenant, je travaille aussi à mi-temps dans l'éducation, je suis assistant pédagogique. On est sur un financement de l'Europe avec Resacop, un appel à projet européen qui fait le lien avec des ODD, ces objectifs du développement durable définis par l'ONU. Et donc nous, on va travailler avec l'ODD numéro 5, qui est l'égalité homme-femme, c'est un peu plus international, c'est pour ça que vous êtes là, parce qu'on a envie d'avoir vos regards à vous et d'avoir un questionnement un peu plus large, un peu plus vaste sur les trajectoires et les parcours migratoires, notamment pour les femmes. Et les migrations, le lien entre les deux et les solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais on trouve plus agréable de faire que les solutions. On est en train de revoir les 6 éléments du journaliste de solution et expliquer que c'est probablement arrivé à un moment où on était dans une crise de la presse et de rejet des citoyens des médias, et qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on apprenne à travailler plus ensemble. Damien Allemand, qui est responsable, rédacteur en chef de la rubrique journaliste de solution de Nice Matin en ligne, il fait voter les sujets de journaliste de solution aux lecteurs. Et il s'est rendu compte que tous les sujets que lui pensait que les lecteurs allaient voter n'étaient jamais celui qui était retenu. Et ça met beaucoup en avant l'idée que les journalistes sont parfois déconnectés des citoyens, de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de voir dans la société. Donc pour ça, dans les petits 6 éléments-là, on a la participation citoyenne. On se dit, pour que les personnes croient en l'information et voient toujours leur utilité, on va la faire avec eux. Et par contre, du coup, on va leur apprendre. C'est les 5 questions que doit poser un journaliste. Pour ceux qui ont un peu de journaliste, c'est le fameux constat, où ça s'est passé, quand, comment, pour quelles conditions. En journaliste de solution, on va rajouter un 6e W qui est le What Now, qui veut dire et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on va faire le même constat que font tous les journalistes traditionnels, parce que c'est obligé de le faire pour expliquer où on est, etc. Mais en même temps, quand on est sur place pour avoir de l'information, de la matière, on va essayer d'aller dire aux gens. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on laisse tout le monde écrire plus ou moins sur ce qu'on veut et aller faire des enquêtes sur le gouvernement en place, etc., ça peut être un contre-pouvoir démocratique, c'est-à-dire ça peut permettre de s'assurer que ça fonctionne vraiment bien. Alors, qui se lance? Qui a une idée de si c'est vrai ou pas? Les plaques de voiture, j'arrive pas à voir, mais on peut voir que c'est pas en Allemagne. C'est pas en Allemagne, ouais, t'as raison, c'est une intox. Au début, je me suis dit, bah, c'est pas vrai. Mais en fait, il y a vraiment un journal algérien qui a fait cette une, mais ils se sont basés sur une info du Gorafi. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une fausse info humoristique et eux, ils ont repris cette info-là. Quand on te donne plein d'infos, des vraies, des fausses, etc., tu n'auras pas le temps de savoir et analyser, ça fait plein d'infos et ils se disent, bon, bah, du coup, c'est vrai alors ce qu'ils m'ont dit. Il y a ce côté millefeuille argumentatif, il y a les côtés coïncidences, on vous ment, on ne croit pas, etc. Je m'appelle Bénédicte Delataille, je travaille dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, plutôt dans des contextes humanitaires, donc à la fois à l'international et en France. Et par ailleurs, je suis aussi photographe. Donc je travaille sur le projet Ce que nous sommes. Donc Ce que nous sommes, c'est un projet à la fois de recherche et aussi de photographie participative par et avec 9 femmes en parcours de demande d'asile, hébergées dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Villeurbanne. Quelle est la spécificité de la femme en migration par rapport à l'homme? Voilà. D'abord, il y a des femmes et pas la femme en migration, donc c'est important de prendre en compte la diversité des parcours. Et une autre forme de spécificité, c'est que les femmes sont souvent peu représentées, à la fois dans les médias, mais aussi dans les recherches académiques. Et quand elles le sont, elles sont mal représentées. On les représente comme des femmes qui suivent leur mari dans le cadre du regroupement familial, ou alors comme des femmes qui sont purement victimes. Or, il y a une diversité de situations et de parcours, et il y a de plus en plus de femmes en fait, qui partent et qui arrivent seules en France, ou avec leurs enfants, soit par choix, soit par contrainte, mais qui sont dans des parcours aussi d'autonomisation. L'expression par un outil artistique, donc là en l'occurrence c'est la photographie, mais ça peut être n'importe quel autre support d'expression. C'est très puissant parce que ça permet de parler de soi pour des personnes que souvent en fait n'ont pas l'espace pour s'exprimer
ou alors quand elles l'ont, c'est vraiment que dans une procédure administrative. Il faut vraiment développer ce type d'initiative qui permet aussi de créer des liens, de raconter des histoires en fait, qui sont plus que des histoires de personnes réfugiées. C'était ma petite vue d'une fille de 14 ans quoi, qui n'avait jamais voyagé de sa vie. Je suis arrivée à Chalon-sur-Saône, chez cet oncle qui avait 3 garçons et qui est marié avec une Française. On parle très très peu le perse, parce que moi je parle le perse. Donc du coup ils ont demandé ce que je faisais là et je me demandais ce que je faisais là, sincèrement, avec les gamins. Donc je suis rentrée au Vinatier en 98 jusqu'en 2017, donc 20 ans. J'ai travaillé sur le Vinatier. Aide-soignante en psychiatrie adulte, je me suis spécialisée dans tout ce qui était comportement et la schizophrénie. Quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu vraiment reproduire tout ce que j'avais mangé en Afghanistan. Il a fallu que je mange les épices que j'avais de là-bas, il fallait que je mange les plats de là-bas. Donc j'ai eu mon diplôme de cuisinière, j'ai eu le titre professionnel de cuisinier. Je me suis mis à mon compte, donc avec pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était pas prudent parce que je suis fonctionnaire, que ça se fait pas de laisser comme ça. J'ai dit oui, mais j'ai adapté au fait ma famille à mon travail pendant les 20 ans. C'est-à-dire je les ai levés à 5h du matin. Je suis rentrée dans le même moule qu'un peu tout le monde, une maison, une fille, un garçon si possible. J'avais envie de changer le regard des gens déjà sur les femmes afghanes. J'avais l'impression qu'on entendait uniquement des femmes, oh là là, la guerre, la burqa, oh là là, les explosions, oh là là, les talibans. Donc voilà, mon pays était réduit qu'à ça. Et pourtant j'en suis une. J'ai vécu mes 14 premières années là-bas, mais j'ai pas que ces informations-là. Il y a une culture, il y a une vie, il y a tout un tas de merveilles. Donc mon but de faire cuisinière, c'était déjà rassembler les gens autour d'une table. D'ailleurs, si je m'appelle Kaboulion, c'est vraiment de Kaboul et de Lyon. C'est vraiment les mélanges des deux saveurs. Et donc je suis contente parce que j'ai participé au Refugees Food Festival. Donc ça fait 2 ans. L'année dernière, j'ai cuisiné pour 250 personnes à la Tour Rain City à Lyon. Et j'ai cuisiné pour le restaurant Ravigote à Lyon. Et cette année, je suis allée chez Michel Troisgros, un 3 étoiles français. Sur 2 jours, j'ai présenté la cuisine afghane, où autant ils ont appris de moi que j'ai appris d'eux. Myriam. Moi je suis autrice dramatique et metteuse en scène. J'écris pour le théâtre et je mets en scène. J'ai fondé ma première compagnie, ça devait être en 2003. Parlant du Femmes en scène, comment as-tu adhéré à ce projet? Ça vient de Singa, donc ça vient de 2 personnes à Singa qui sont Isabelle Duro et Agatha Crow. Donc elles ont constaté à un moment donné dans leur implication dans Singa une sous-représentation des femmes. Elles ont pensé au théâtre. Et du coup, moi j'ai tout de suite dit que je voulais pas faire ni un spectacle didactique, ni un spectacle de témoignage. Puisque c'est souvent l'horizon d'attente qu'il y a envers les personnes qui sont en situation d'exil ou de migration. On attend beaucoup de témoigner de leur parcours. Ce qui pour moi est certes intéressant, mais en tout cas qui n'est pas mon axe artistique. Ce que j'avais envie de faire, c'était de rencontrer en fait différentes femmes et de voir en fait ensemble ce qu'on allait faire. De ne pas avoir d'idées préconçues. Et on a aussi décidé là de concert que ce serait un groupe non mixte. Ce serait que des femmes. Mixte en termes d'origine, c'est-à-dire qu'il y aurait des nouvelles arrivantes et des locales, ça oui, mais qu'il n'y aurait pas d'hommes. Pourquoi ? Parce que c'est un frein. On l'a vérifié en fait, au fur et à mesure du travail, on a vérifié que l'aspect uniquement féminin a permis de lâcher énormément de choses, de développer une grande confiance. Il y a eu dans les premiers ateliers jusqu'à une 20aine de femmes qui sont venues et à la fin, sur la forme finale qu'on a montrée, la restitution publique, elles étaient 16. Je leur ai jamais demandé d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, jamais. Ces questions n'ont jamais été évoquées. On s'est rencontrés sur scène. Il y avait des femmes qui étaient allophones, donc il n'est pas question de faire des improvisations comme on le fait avec des gens qui sont francophones. Donc on a énormément fait de travail sans parole, basé sur le corps, les yeux, le regard et la rencontre des corps. Ça a été très très fort, très très vite. Et ces exercices-là ont créé cette communauté, cette sororité. Et quand je les regardais faire,
j'ai commencé à écrire dans ma tête un spectacle avec elle. C'était un groupe de la ville qui organisait les danses. Chaque ville a une ensemble de danse en fait. Elle va danser dans tous les événements de la ville, et parfois d'événements nationaux. Puis quand tu es en France? Je suis arrivé le 11 avril 2018. Il y a plusieurs choses qui m'ont installé en France. La culture française, histoire et architecture. Quand on arrive dans un pays où on ne connaît personne, on ne connaît pas la langue, certainement c'est une étape, c'est une épreuve difficile en fait. Aussi, elle a dit que j'étais comme une bébé. Ah oui. Je ne peux pas parler avec les gens, je n'avais pas des amis, je ne connais pas la vie. Elle a dit que depuis 2 ans, j'ai participé à l'association Tissu Solidaire. Cette association, elle m'a aidé à entrer dans l'univers français pour intégrer bien, pour améliorer la langue française, pour partager les compétences, la culture. Heureusement que mon profession de danse, j'arrive même à pratiquer ici, où j'ai pu me présenter devant une fête des consulats qui a eu lieu à Lyon, où j'ai pu danser devant 400 personnes. Prochainement, je vais danser aussi dans une autre fête et aussi dans une exposition de l'art où je vais pouvoir la pratiquer en fait. Elle a dit que c'est le principal but pour ouvrir un atelier pour donner la danse albanais pour les Français. Elle est en train de participer dans l'UNESCO avec cette danse que Lola veut présenter. D'accord. Ils sont en train de voir pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité, c'est ça? Comment tu trouves la ville de Lyon et les Lyonnais? Même si la ville de Lyon est une grande ville, en fait, les citoyens de cette ville, je les vois comme membres de famille, puisque cette ville, en fait, ça m'a servi comme un abri pendant mes difficultés de la vie, en fait. Je trouve que c'est super difficile parce qu'une femme en fait qui met le premier pas dans un monde étranger, dans un autre monde, moi je peux l'appeler une femme qui est une femme courageuse. Un projet très unique parce qu'il motivait les gens qui sont amateurs à travailler autour d'une journaliste professionnelle. Et dans mes rêves, c'était qu'un jour je découvre un peu le journalisme et c'était le moment. Comment on fait des questions, à quelles questions faut poser pour qu'on puisse garder la personne en fait qui est en face de nous. Donc c'est des petits points en fait qui jouent beaucoup dans un reportage et que je connaissais pas. Ce qui m'a plu, c'est qu'on soit en trinôme et du coup avec des profils très différents. D'ailleurs, je me suis rendu compte quand on a fait ce projet-là que même moi qui m'étais renseignée auparavant sur ce sujet-là, j'avais quand même des clichés et c'est ça qui m'a plu aussi dans ce projet, c'est que ils sont tombés. Ça crée vraiment une intelligence, ce que j'appelle souvent une intelligence super collective. Et sur chaque personne qu'on a réussi, dont on a fait le portrait, ça méritait un roman. C'est la première fois que je vois un projet qui réunit des personnes super différentes et qui surtout permet de partager des connaissances à un public assez large. En général, moi comme journaliste, on travaille tout seul. C'est nous qui décidons, on fait des interviews, on fait l'article. Et là, c'était en trinôme, c'était en équipe et je pense que c'était bien de réfléchir ensemble avant pour l'interview avec les personnes. On a travaillé ensemble après pour la structure, comment on fait l'article. Et c'est vrai que d'être un homme, de faire une interview avec une femme sur un sujet délicat, sensible, vraiment il faut faire attention, il faut réfléchir en avance, il faut être préparé pour ça parce que c'est pas évident.